Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va visiter la ferme de Cagnols. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez pas, il y a une chaîne YouTube, un site internet, je vous mets les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo on va parler de maraîchage sur sol vivant, de techniques de jardinage et on va également parler de politique. Salut Damien. Et ben là on est à la ferme de Cagnols et moi je suis Benoît Lebob et ça fait depuis 12-13 ans que j'habite ici. Donc là la ferme elle fait à peu près 13 hectares et on a à peu près 10 hectares cultivés, surtout des vergers. Et dans les vergers on a mis pas mal de légumes. Et voilà, donc là on est sur des principes principalement de non-travail du sol. Il y a beaucoup de légumes qui sont pas arrosés, pas irrigués. Et voilà, donc c'est de l'agroforesterie avec du maraîchage au milieu, ou de l'agroécologie, ou de la permaculture, voilà, un petit peu comme... Chacun choisit le mot qu'il veut, quoi. En termes de temps de travail qu'il y a sur le maraîchage, on estime à 2 personnes à temps complet sur l'année. Voilà, donc, et après, il y a un petit peu aussi d'entretien, peut-être un mi-temps sur de l'entretien de tout ce qui est verger, et ça c'est... et qui c'est qui réalise ce travail? Et ben, il va avoir mes collègues de travail, des stagiaires et moi-même. Moi je suis en non-travail du sol pur. J'étais vraiment... ouais, j'ai beaucoup apprécié les travaux de Fukuoka justement sur toutes ces techniques où ils jettent les graines à la volée, et ça m'a vraiment inspiré. C'est ce qu'on a essayé de faire avec... On a beaucoup galéré, mais là, en tous les cas, sur les légumes, on arrive à faire pousser maintenant tous les légumes sans aucun travail du sol, et ça, c'est très satisfaisant. On a fait des analyses de sol. Au début, on avait 1,4 de matière organique. Sur des sols, ici, là, on a 30% d'argile, donc c'est des sols assez lourds, difficiles à... c'est vrai qu'au début, ça marchait pas très bien. Et là, maintenant, on a refait des analyses de sol, on était à 8,8 de matière organique. Et maintenant, au niveau des structures, au niveau de la fertilité, au niveau de tout, c'est juste trop bien, quoi. Comment on a modifié les sols? Ça a été principalement par l'arrêt du travail du sol, pas de travail du sol, toujours un sol couvert, et on a apporté d'énormes quantités de matière organique, et tout ça, pas en apportant des composts, mais en apportant vraiment des déchets, c'est-à-dire du broyat de déchets verts, des balayures de scierie, des rouleaux de foin que le voisin avait abîmés en prenant la pluie, en fait en recyclant toutes les matières organiques qui traînent aux alentours de la ferme, quoi. Est-ce que toi tu fais des traitements? Ouais, des traitements en général. Est-ce que tu traites contre les maladies ou les parasites ou je sais pas quoi? J'attaque directement avec le côté négatif. Qu'est-ce qu'on met comme produit? On met des fois du BT, Bacillus thuringiensis, là, pour tout ce qui est dorifort. En fait, voilà, dès qu'on a sur des pommes de terre et des aubergines, on commence à récolter les adultes, on essaie d'exploser les œufs, et quand après c'est au stade larvaire et que ça explose et qu'on s'est fait dépasser parce qu'on a trop de surface, là il n'y a que le BT qui est l'outil pompier. Donc ça, et après on utilise aussi du phosphate ferrique, là, type Slux ou je ne sais quoi, pour les limaces, parce que vraiment, quand on fait des semis de cucurbitacées ou qu'on repique des courgettes, là il y a vraiment un moment critique au printemps, et sans ça, en tous les cas au début, ça marche mal. Même si on voit qu'au fur et à mesure des années, on sent que les populations de limaces sont toujours mieux régulées, et que, oui, elles sont mieux régulées, mais surtout sur des planches où on apporte du broyat. L'année passée, un endroit où on a apporté de la paille, et c'était une année à limaces, il y a eu vraiment des explosions de limaces sur paille. Donc même avec des sols qui ont de la vie, etc., on n'est pas à l'abri d'une année exceptionnelle de limaces, d'explosion de limaces, surtout si on apporte des matières qui les favorisent, quoi. Donc ça, c'était vraiment pour les 2 produits on va dire, qu'on achète, et qui sont des produits qui vont tuer un insecte ravageur qui nous embête. Après, dans la logique, sinon on fait rien d'autre. Mais on voit qu'on est de plus en plus dans des logiques d'essayer de faire des traitements préventifs sur des sols qui ne sont pas encore suffisamment équilibrés pour très rapidement arriver à avoir des productions saines et des plantes qui poussent bien dès le début. Je vois de la bâche plastique. J'imagine que c'est un truc qu'on doit souvent te dire, j'imagine, enfin j'en sais rien en fait, j'imagine qu'on doit te dire ça souvent.
Est-ce que mettre de la bâche plastique, est-ce que, j'imagine que c'est pratique, mais est-ce que c'est écologique selon toi? En tous les cas, c'est l'objet de nombreuses controverses. En tous les cas, moi, je vois cette bâche vraiment... alors, est-ce que c'est écologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est écologique? Moi, je vois que grâce à l'utilisation de cet outil technique, la bâche plastique, je vais pouvoir développer des techniques de culture qui me permettent de séquestrer du carbone dans mes sols. Donc ça, pour moi, si on a un souci du réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre, ben là, c'est un point positif. Ça me permet sur certaines cultures de doubler mes rendements. Donc là, si on produit 2 fois plus, eh ben on a presque à cultiver 2 fois moins de surface. Donc pour moi, c'est un argument qui va en faveur de l'écologie. Ça me permet aussi de faire des cultures sans irrigation. Donc là, on peut, par exemple, si j'avais pas de bâche plastique, eh ben, il faudrait que j'ai un système d'arrosage, des pompes, etc. qui consomment aussi de l'énergie et les tuyaux du plastique. Et après, peut-être le dernier truc du plastique, c'est que, et là c'est assez incroyable, c'est que sous une bâche plastique, c'est là où j'ai le niveau d'activité biologique le plus élevé. Donc en fait, la bâche plastique, sous une bâche plastique, s'il y a du mulch, si les pratiques agricoles sont respectueuses des cycles du vivant, ben on va augmenter, on va favoriser la biodiversité avec la bâche plastique, et ça c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de tous les préjugés, tout ce qu'on peut penser sur un truc qui devient du pétrole, de l'industrie, etc. Sur les bâches d'ensilage, comme ça, c'est que de la bâche de récup. Donc en fait, elle a fait déjà 2 ans chez un éleveur qui a fait de l'ensilage. Et après, ça dépend un petit peu dans quel état on la récupère, quoi. Mais grosso modo, on voit que là, on va les garder au moins 3 ans et on pense qu'on peut peut-être les garder 4 ou 5 ans. Donc en fait, de toute façon, nous on a récupéré un déchet plastique qui allait aller à la poubelle, on l'a récupéré pour faire des cultures, et après, une fois qu'on aura fini nos cultures et que la bâche elle sera dans un sale état, on la ramènera à la cage recyclage. Et ben là on a des betteraves, des carottes, des rutabagas et surtout des carottes et des betteraves. Et là je suis très content de ça parce que là en fait on est sur tout ça, ça a été du semi-direct à la volée. Et donc sur les 3 planches qui étaient là, on a fait une récolte d'ail. Une fois qu'on a, juste après la récolte d'ail, on a semé carottes, betteraves et rutabagas à la volée. Et voilà ce que ça a donné. Et là, c'était des oignons. Et du coup, après la récolte d'oignons, on a semé betteraves et au fond des radis. Et voilà ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de... Ça fait 10 ans que j'essaie de faire ça. Et là, c'est bon, on a réussi. Et puis on a réussi sur plein de planches. Et on a vraiment l'impression d'avoir pigé les petits trucs qui faisaient que depuis quelques années, il y avait des bugs. Et là c'est tout débugué. C'est vraiment satisfaisant, quoi. Et là, ce qui est vraiment incroyable, c'est vu qu'on a des sols qui sont bien fertiles, on va pouvoir vraiment densifier la production. Et je ne sais pas si tu veux aller voir là-bas les betteraves où on n'a pas encore récolté, mais c'est assez impressionnant de voir la densité des betteraves. Voilà, ça pour moi c'est vraiment chouette, puisque là il faut vraiment imaginer qu'on est... voilà, on ramasse l'ail. On balance les graines à la volée, on rajoute un peu de mulch. Alors on a essayé vraiment différentes matières, soit du broyat de déchets verts, bon là c'était du paillis de lin. Et puis voilà, il n'y a quasiment pas de désherbage, il n'y a pas d'arrosage. Oui, il y a eu un peu d'arrosage pour le semis, mais une fois que la plante est partie, elle va trouver de l'eau dans le sol. Et donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le système le plus simple et le plus abouti qu'on peut arriver à développer. Après la seule contrainte, c'est qu'il y a quand même, on est tout sur il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main, et du coup après, ce qui devient difficile, c'est que même si c'est peut-être... moi, je suis très content de cette planche de betterave, mais par rapport à 10 hectares de betteraves faits de manière mécanique, avec engrais, etc., même si ça a des coûts, finalement, les gains de productivité par la machine font que
la betterave faite de manière industrielle va pouvoir être mise sur le marché à un prix qui risque d'être difficile pour moi d'être au même niveau, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'achètent parce qu'ils savent comment c'est produit justement? Est-ce que les gens ont pas, est-ce que les gens ne sont pas ok pour mettre quelques euros de plus pour aider un petit agriculteur plutôt que de payer moins cher et aider rien du tout, quoi? Moi, j'ai pas envie en fait d'essayer d'être dans la pitié et dire que les gens me donnent parce que c'est bien ce que je fais, etc. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'achètent les légumes parce que c'est les meilleurs légumes qu'ils peuvent trouver, quoi. Du moins, ou parmi les meilleurs légumes, hein, je me comprends, quoi. Mais et c'est vraiment ça qui est. Alors, il y a des gens qui sont prêts à mettre un peu plus cher pour pas avoir de produits chimiques sur le légume, ça c'est clair. Mais alors après, sur le fait qu'un légume qu'il ait par exemple participé à séquestrer du carbone ou favoriser la biodiversité, préserver des semences paysannes, déjà beaucoup moins. Et après sur le côté nutritif, santé d'un légume qui pousse sans produits chimiques mais sur un sol non travaillé ou pas, quel est le système de nutrition de la plante. Si mes plantes ne tombent pas malades, pour moi ça veut dire que les légumes sont de qualité. Et ça sur justement l'aspect nutritionnel du légume, en fait on ne sait pas trop. Et donc vu qu'on ne sait pas, eh ben, on considère que tout est pareil, et je pense que c'est vraiment pas pareil, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un sujet. Est-ce que tu as un avis, toi, sur la PAC, la politique agricole commune? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réformer ce truc-là, qui envoie des sous pour ceux qui ont des immenses surfaces et qui devrait peut-être plutôt subventionner la séquestration de carbone, ou j'en sais rien, ou la biodiversité, ou changer les critères, quoi, que ce soit plus uniquement les grands producteurs qui ont beaucoup d'hectares? Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Ah oui, c'est un sujet fondamental. Je pense que c'est une catastrophe la manière dont la PAC distribue l'argent. On est vraiment, c'est vraiment incroyable de voir que à chaque fois que notre économie elle fonctionne dans une logique de croissance, cette croissance elle est basée sur de la consommation d'énergie. Donc, et à chaque fois qu'on consomme de l'énergie fossile, on dégage des gaz à effet de serre. L'agriculture, c'est le seul truc où j'ai l'impression, en tous les cas, quand c'est fait comme ça, où finalement j'arrive à produire plus sans rien consommer et en séquestrant du carbone. Ce serait vraiment à l'heure actuelle où on se pose vraiment des questions sur le réchauffement climatique, etc., ce type de production devrait être, à mon avis, vraiment ce serait la politique à mettre en place pour essayer de faire face aux changements futurs. Et l'agriculture, ce serait, pour moi, ouais, ce serait vraiment... C'est le levier à actionner, et je suis stupéfait, de voir que dans le débat écologique des primaires, etc., on n'est absolument pas parlé de ça. Chez les gens qui seraient normalement censés s'intéresser à la question, et alors pour les autres qui s'intéressent pas spécialement à ces questions, on n'en parle pas et on voit juste En fait, je pense que il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne un sol, et de voir que quand là un sol comme ça, il pousse, il fait pousser beaucoup de légumes, il fait pousser des plantes saines, il séquestre du carbone. On a vraiment la solution à quasiment tous les problèmes de notre société. Et du coup, quand on a des solutions à des problèmes où on n'a pas de solution, où on a l'impression de ne pas avoir de solution, on se dit pourquoi on n'y met pas les moyens. Et quand on voit que la PAC, c'est quand même des milliards d'euros pour l'agriculture, ce serait juste génial de mettre cet argent pour une agriculture qui va prendre soin de la terre, prendre soin des hommes. Et là, c'est absolument pas du tout ce que ça fait. Et là, on finance une agriculture qui nourrit en partie les marchands d'engrais, les fabricants de tracteurs, et tout ça, même pas au bénéfice des agriculteurs, puisqu'il faut savoir que quand même qu'il y a plus de 30% des agriculteurs qui
qui vivent avec le SMIC et qu'il y en a beaucoup qui se suicident régulièrement. Donc c'est vraiment pas au bénéfice de la majeure partie des agriculteurs. Donc c'est vraiment, je pense qu'on ne peut pas imaginer une société qui ait un futur serein si on ne réforme pas la manière dont on prend soin du vivant et dont qu'on fait pousser les denrées qu'on a besoin pour se nourrir, quoi. Alors cette betterave, comment elle séquestre du carbone? Et bien là on va avoir une feuille qui va faire de la photosynthèse et donc par ce processus de photosynthèse, du coup la plante capte de l'énergie. Grâce à l'énergie du soleil, elle va absorber du CO2 de l'air et avec ce CO2, elle va le transformer en sucre. Ces sucres, elle va les utiliser pour construire ses feuilles, pour fabriquer une betterave et construire son système racinaire. Et aussi, on va avoir plein d'exudats, c'est-à-dire des substances que va excréter la betterave pour nourrir le sol. Et tout ça, c'est composé de carbone. Et donc du coup, la betterave va absorber du CO2 de l'air pour la transformer en sucre. Donc là, la betterave absorbe du carbone et après, si on laisse le système racinaire, les exudats et les feuilles, on laisse du carbone au sol. Et puis la betterave, quand on va la manger, le carbone qu'on a mangé, ça va finir en excréments et on pourrait se poser la question aussi de comment nos excréments, est-ce qu'on ne pourrait pas les ramener dans les sols pour stocker ce carbone et refertiliser nos champs? Et ça fait un peu caca, mais en fait c'est un enjeu énorme et je pense qu'il faut arrêter de jouer à pipi caca, mais de vraiment se poser les questions, de dire là si on a un levier pour stocker du carbone et remettre de la fertilité dans les sols et permettre en plus d'avoir des sols plus résilients face à des événements climatiques toujours plus extrêmes avec des sécheresses, on sait très bien que plus il y a de carbone dans les sols, plus les sols vont pouvoir stocker de l'eau et ça va être déterminant pour avoir des cultures plus productives si on a des épisodes un peu secs et un peu durs, quoi. Plus la plante pousse bien, plus elle va faire de photosynthèse. Donc ça c'est un élément, si celle-là pousse mieux qu'une en monoculture, on va dire que la betterave en soi a capté un peu plus de CO2. Mais là on voit très bien qu'il y a des monocultures avec engrais qui font des super betteraves et qui produisent tout autant. Mais là où ça change, c'est que dès qu'on va travailler le sol, en fait, dans le sol, la concentration du CO2 est beaucoup plus élevée que dans l'air, et donc le fait de travailler le sol, on va faire sortir du CO2 dans l'atmosphère. On va aussi faire entrer de l'oxygène qui va minéraliser l'humus et du coup dégager du CO2. On va avoir, dès qu'on va mettre à nu après notre sol, on va avoir des rayons du soleil, des ultraviolets qui vont brûler l'humus et qui vont dégager du CO2. Et donc en fait, dès qu'on a des pratiques culturales avec travail du sol, le bilan c'est dégagement de CO2 et baisse du taux de matière organique de carbone dans les sols. Là, moi je travaille jamais les sols. Donc en fait, le seul truc qu'on fait, c'est que on rapporte de la matière. Et donc cette matière, elle vient pas d'ici, pas forcément d'ici. Mais la différence, c'est que par exemple, quand j'apporte un compost, j'apporte quelque chose où la matière organique, on va dire qu'on avait ça de carbone. Et finalement, quand on le composte, on n'a plus que la moitié en carbone. Et quand on apporte ce compost dans le sol, finalement, il va n'y avoir plus que la moitié qui va être stockée. Si j'apporte des matières brutes et que je les mets sur mon sol, je vais séquestrer la moitié de plus. Donc là, j'évite le dégagement de CO2 parce que je ne travaille plus les sols. Et 2, j'apporte des matières brutes. Et ces matières brutes, elles vont stocker 2 fois plus de carbone globalement par rapport à des pratiques où on aurait composté la matière organique. Super, tout compris.
Donc là on a des pratiques où on a apporté des déchets. Bon là le paillis de lin c'est autre chose, mais sur le broyat de déchets verts. Mais sinon on peut avoir d'autres stratégies de faire pousser des couverts végétaux pour directement nourrir notre sol avec du carbone qu'on aurait capté avec des plantes qui auraient poussé directement in situ. Et avec toutes ces racines en terre là, t'as pas de campagnol? Un petit peu, là tu vois on commence à avoir quelques dents, mais ça va. La prédation elle va commencer à se faire dans les semaines, mois qui vont arriver. Quand il fait plus froid, quand ils vont vouloir se faire des réserves pour aller pour préparer l'hiver. Mais comme j'ai vu sur la dernière vidéo que tu as présentée sur les états généreux de la biodiversité, un renard apparemment ça mange entre 3000 et 9000 petits rongeurs. Donc ici on a des renards, on a plein de couleuvres et finalement ça se régule plutôt bien. Nous on estime que tant qu'on a 10-15% de pertes, on trouve que c'est normal de partager. Après, si la proportion devient plus importante, il va falloir imaginer d'autres manières de réguler ou de, je sais pas, en tous les cas, de gérer le problème, quoi. Tu vois, là, ce qui est vraiment, ce que je suis content, c'est qu'on avait réussi des semis directs de carottes sur des lits de compost. Mais le problème, c'est toujours acheter le compost. Et du coup, avec ce fameux compost, comme on disait, on perd la moitié du carbone lors du processus de compostage. Donc, on perd de l'énergie. Et là, on a... Juste après la récolte de l'ail, on est venu semer à la volée nos graines de carottes. On a rajouté un peu de broyat de déchets verts. On a un peu roulé, on a arrosé et finalement là on a des carottes qui ont poussé. Alors celle-là c'est pas... Elles sont belles. C'est quoi comme variété là? Donc ça c'est des variétés rouge sang, donc là ouais on n'est pas... Il y a des endroits où c'est... Voilà, donc là on est sur un endroit où je pense que les sols sont encore un peu tassés, on est en bordure de planche, on va aller à un autre endroit et on va voir les gueules des autres carottes. Quand ça fend comme ça, c'est que ça manquait un peu d'eau. Je comprends pas comment ça a pu manquer un peu d'eau cette année, mais on a quand même des trucs là. C'est pas la carotte standard. Bon voilà, là on commence à avoir des trucs qui sont à peu près normaux, mais en fait c'est vrai que c'est pas la carotte, la forme de la carotte habituelle, mais en fait, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il vaut mieux avoir une carotte qui ait pas de produits et qui ait des vitamines et qui soit fraîche plutôt que d'avoir que l'objectif ce soit juste la perfection de l'esthétique qui est assez subjectif de toute manière. On voit beaucoup d'acteurs politiques qui disent c'est bien qu'il y ait des gens qui s'installent, et en partie parce qu'on sait qu'il y a plein de paysans, d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il y a toute une problématique de dire qu'est-ce qu'on va faire de ces terres. Donc qu'il y ait des, entre guillemets, des urbains qui viennent s'installer à la campagne, reprendre des terres, redynamiser les territoires, parce que c'est des territoires souvent vieillissants, comme ça l'était par exemple ici, les logiques de vieillissement de la population, ça commence à peine à s'inverser parce que justement il y a des jeunes qui viennent s'installer ici en Dordogne. Donc tout ça, ils ont bien compris l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui comprennent l'intérêt qu'il y ait des petites fermes qui se créent, qui redynamisent les territoires. Après, du coup, donc ça c'est bien, mais d'un autre côté, il faudrait... Alors tant qu'il y avait peu de... Par exemple, si on prend l'exemple du maraîcher, s'il y a pas de maraîcher bio sur un territoire et qu'il y a un maraîcher bio qui s'installe, qui est diversifié, qui fait le marché et qu'il y a suffisamment d'habitants localement pour acheter la production, ça se passe bien et c'est ce qui s'est passé au début. Mais là on est en train d'avoir... c'est en train de changer puisqu'on a toujours plus de maraîchers qui s'installent, souvent très diversifiés, du coup qui peuvent rentrer que sur des marchés de vente directe. Et d'un autre côté, une population qui va
en fait la demande n'est pas en croissance si exponentielle que ça, et en plus les habitudes des consommateurs fait que avec toutes les Biocoop et les magasins bio qui ont fleuri partout, finalement tu vas à la Biocoop et tu t'achètes ce que tu veux, tu as vachement de choix, et par exemple les AMAP, ça fonctionne encore en ville. Il y a plein de citadins qui font partie d'une AMAP et qui sont contents de cette dynamique, et ils ont l'impression de participer à quelque chose, de soutenir un paysan, et ça fait du sens pour eux, et du coup c'est génial. Mais dans des territoires ruraux comme la Dordogne ou comme d'autres départements alentours, la dynamique des AMAP, elle est clairement à se casser la gueule, et ça marche plus, et faut pas, et quand il y a un élu qui vient me dire t'as qu'à faire des paniers, c'est juste faut se mettre à jour. Les paniers, ça ne marche plus en milieu rural, quoi. Il faut bien voir les habitudes des gens, les dynamiques qu'il y a, et en fait je comprends quand on a quand on a la possibilité d'avoir le choix de tous les légumes qu'on veut à la Biocoop, pourquoi s'imposer un panier avec des fois certains légumes qu'on n'aime pas, ou d'autres légumes qui peuvent avoir cette gueule là, quoi. Alors il faut bien voir que dans les légumes, en fait, c'est comme la plupart des marchandises, là c'est un truc où ça participe aux lois du commerce, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas vraiment le droit de protéger notre marché, nos carottes, quoi. C'est-à-dire que finalement, imaginons je sais pas quelle autorité, mais le préfet ou le président du département, il peut pas vraiment dire on arrête d'importer les carottes d'Espagne ou de tel truc parce qu'il y a du dumping social ou environnemental de l'autre côté. Les règles du commerce font que on n'a pas le droit de faire ça. Alors peut-être qu'on pourrait se mettre en territoire d'expérimentation et du coup pouvoir changer certaines lois, mais je ne suis pas calé dans le sujet. Par contre, ce que je vois très bien, c'est que là, mon problème à moi, c'est pas vraiment c'est plus de produire, mais ça va être de vendre ma production. Et je comprends pas pourquoi, par exemple, si on est sur un département où on veut favoriser l'installation par exemple de jeunes maraîchers, parce qu'on dit que ça va dynamiser nos territoires, pourquoi le département ne met pas en place des systèmes de collecte et de vente avec du coup ils payent des gens, et faire en fait que par exemple moi on vienne ramasser toutes mes productions, ils les amènent à un endroit et après ils se débrouillent pour les vendre, et ils me filent ils rémunèrent les paysans décemment par rapport à leur production, et du coup ça impliquerait qu'on ait des gens qui travaillent pour des maraîchers, et du coup quelque part ça permettrait de corriger un petit peu les distorsions de prix qu'il y a sur les marchés, quoi. Le problème, c'est que moi je veux vendre ma carotte 3 €. Allez, si on vient la chercher ici, peut-être que 2,60 ça me va, quoi. Mais là, en fait, qu'est-ce que ça vaut une carotte bio produite de manière industrielle sur 10 hectares? Et ça vaut 80 centimes, 1 €. Il est là le problème. Et donc, après, du coup, on me dit, t'es cher. Oui, c'est plus cher, mais avec ça, tu résous en partie le problème du réchauffement climatique, tu n'as plus de problème d'érosion des sols, et en fait, il y a tellement de coûts cachés dans le système de production classique, industriel, que si on ne les prend pas en compte, ça finit par dire que c'est cher et que je suis un voleur, alors qu'en fait, ça, c'est la solution pour l'avenir, quoi. Pour la santé des gens, et pour vivre encore sur une terre avec où il y ait des saisons, des trucs un peu stables, ce qui est bien. Bon, cette année les tomates ça a bien marché, ce que je vois. Ça n'a pas été si pire. En fait, je suis content parce qu'on a réussi à faire là on a fait cette culture là pour faire de la graine pour agrosemence. Ah, tu fais de la semence aussi pour agrosemence? Ouais, là on a commencé à travailler, là on est en train de devenir semencier. Okay. Donc ça c'est super chouette.
Ça va permettre justement d'essayer de sélectionner un petit peu des plantes et de les habituer à être cultivées sur des sols avec des apports de matière organique brute et plus de travail du sol, dans des conditions avec pas d'irrigation. Et donc ouais, je pense que c'est intéressant de pouvoir développer un panel de graines qui a été cultivé comme ça, parce que si on se lance sur ces pratiques culturales, c'est bien d'avoir déjà une petite adaptation de la graine à ce mode de culture, quoi. Donc ça, ouais, je trouve ça vraiment génial et je suis très enthousiaste et du coup c'est un nouveau métier, il y a plein de trucs à apprendre et c'est super stimulant. Ok. Et là, financièrement, ça peut être rentable un petit peu, enfin ça complète, ou alors c'est juste pour le faire que. Non, on espère bien que ça va devenir une part importante dans la viabilité économique de la ferme. Après, c'est moins rentable de faire de la semence que de vendre des tomates. Donc ça implique des plus grandes surfaces, mais ça, on n'a pas de problème de surface, on n'a pas de problème de production, donc pour nous, ça paraît bien. Et puis du coup, ce qui est génial, c'est que là, j'ai déjà mon client final qui m'a déjà commandé quelque chose et du coup, on sort de ces problématiques de chercher des débouchés. On a fait de l'aroma, tomate roma, on a fait du téton de Vénus, on a fait du Grégory Altaï, de la Grégory Altaï, et après on a fait du Red Curry en potimarron, du piment habanero, on va aller les voir, et qui commence à mûrir, du pâtisson et des courgettes zucchini. Pâtisson blanc, courgettes zucchini. Et du melon canari. Du coup, pour les courgettes, alors, tu as fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de pollinisation. Enfin, pour les cucurbitacées, en général, tu as bien fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'autres courgettes à attendre de mettre à côté. Ou alors, tu as fait toi-même la pollinisation? Non, là, en fait, on est assez isolé, mais du coup, on fait une Pepo, une Maxima, une Mochata sur ce site-là. Après, on a un autre site à 5 km où on peut refaire pareil, une Mochata, une Pepo et une Maxima pour les cucurbitacées. Et après, du coup, à tous les voisins, j'ai distribué des plantes de la Pepo, de la Mochata et de la Maxima qu'on faisait ici pour essayer de couvrir vraiment sur 1,5 km autour de la ferme. Normalement, il n'y a personne qui a dû cultiver une cucurbitacée d'une autre variété. Ah oui, on a fait beaucoup de graines de pastèque aussi, de la Baby Sugar. Non, tout ça, tu as emmené ça à la déchetterie pour te débarrasser de ce bazar, non? Tu rigoles, ça c'est mon or. Voilà, ça vient des déchetteries par contre, et c'est tous les broyades de matière organique qui sont broyées grossièrement et du coup après nous le broyat est mis à disposition gratuitement de la déchetterie, mais on paye le transport et c'est vraiment ces matières. Là c'est en tas, mais l'idée c'est pas que ça composte ici, c'est vraiment d'apporter ça sur le sol et ça va nourrir des champignons, des bactéries, des protozoaires, des vers de terre, des amibes, etc. Et c'est en fait cette matière qui nourrit l'activité biologique et en fait là-dedans il y a énormément d'énergie et quand on ramène ça sur les sols, on remet en vie les sols, quoi. Et c'est vraiment, si on savait la valeur que ça a, je ne l'aurais pas gratuitement. Et peut-être que tu l'auras plus gratuitement d'ici quelques années, peut-être. Ouais, après peut-être que ce qui serait intelligent par rapport justement aux communes ou à ceux qui gèrent ce genre de produit, c'est que si ça a de la valeur, c'est de le voir comment on le répartit équitablement avec tous les acteurs qui sont dans une logique justement de faire pousser des plantes et plutôt en agroforesterie ou en agroécologie en tous les cas peut-être pour pas perdre ce carbone. Si on l'amène sur un sol qu'on travaille, c'est bien pour la culture, mais on perd le bénéfice. Mais en tous les cas, si c'est une ressource et elle appartient à tout le monde, elle vient de tout le monde, donc elle doit être répartie équitablement. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc là, pour le moment, ça n'a pas vraiment de valeur parce que peu de gens en veulent. Mais donc nous, on en prend beaucoup. Et quand ça aura de la valeur, j'espère qu'on saura gérer cette ressource intelligemment, quoi.
J'ai toujours le label bio, c'est quand même assez important parce que dès qu'on commence à vendre à des boutiques, même le collège, sinon si j'ai pas le label AB, je peux pas vendre. Donc oui, non, c'est important. Après, on a fait on se gêne pas de faire des fois quelques critiques pour essayer dans le but de réfléchir et peut-être d'améliorer certaines incohérences du label, etc. Et concernant ce produit, là, clairement, c'est avec ça. C'est le produit de base avec lequel on fait la plupart des terreaux. Donc en fait, ça, tu le fais composter, tu le mets en sachet et c'est du compost bio. Donc ça, c'est le champ de piment. Et là, normalement, il devrait être tous orange. Là, ça commence à devenir orange. Et le problème, c'est qu'il a fait vraiment froid cet été. Et du coup, ça a pris beaucoup de retard. Ouais, c'est tardif un peu. Donc là, je pense qu'on va faire un petit peu de graines, mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à remplir notre contrat. On te voit sur Internet, tu fais des vidéos. C'est quoi le but? Le but, c'est de partager des techniques et aussi d'avoir un petit message politique en disant que finalement, si on comprend comment ça fonctionne un sol, il y a vraiment des solutions pour produire des aliments sains, respecter l'environnement et l'enjeu est tellement important et j'ai tellement... En fait, c'est un espace où on a trouvé une écoute et on pense que c'est vraiment important que ces idées, elles se diffusent. Et je sais pas si tu as lu le bouquin de Sapiens, là. Tu vois l'importance des histoires dans... Les fictions, là, ouais. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'était important ce qu'on faisait dans le réel, mais en fait, les idées influent sur le réel et c'est vraiment important si on a si là actuellement on a l'impression je sais pas, en tous les cas, il y a des problématiques qui sont de notre époque et principalement cette histoire de réchauffement climatique, j'y reviens à chaque fois, d'inégalité, il y a beaucoup de problèmes. Et là, on a vraiment une solution qui, à mon avis, va vraiment dans le bon sens et je pense que c'est vraiment important que ces idées, elles se diffusent et du coup, le fait de pouvoir faire des vidéos, c'était notre manière de participer à ça et comme dirait Romain, on fait un peu du lobbying pour le vivant, quoi. Romain, c'est donc celui qui tourne et qui fait le montage. Parce que toi, j'imagine, en faisant du maraîchage, t'as peut-être pas le temps de passer des heures devant l'ordi pour faire du montage vidéo Oui, c'est ça. En fait, moi, je sais absolument pas filmer, je sais pas monter. C'est vraiment la chaîne YouTube La Ferme de Cagnols. C'est vraiment la rencontre de moi qui fais du jardinage, du maraîchage, et Romain qui est un professionnel de l'audiovisuel, quoi. Il y a pas mal de gens qui ont envie de se lancer dans du maraîchage commercial, écolo et tout ça, quoi. C'est pas toujours facile, quoi. Est-ce que toi, tu as des conseils, quelque chose à dire à cette personne qui est prête à se lancer, qui va se lancer, est-ce que tu as quelque chose à dire à cette personne-là? Si un conseil, ce serait peut-être Techniquement, il faut se former. Ça permet d'économiser du temps, d'éviter plein d'erreurs qui coûtent du temps et de l'argent. Donc bien se former. Après, se former sur quelle technique? Pour moi, clairement, c'est le sol vivant qui pour moi, est le mode de culture le plus intéressant, le plus stimulant et le plus productif aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça l'avenir. Ça, c'est d'un point de vue technique. Après, suivant le mode de production qu'on va développer, ça va être intéressant de regarder est-ce qu'il y a des débouchés à l'échelle sur laquelle je vais me positionner, c'est-à-dire vente directe, demi-gros, gros. Donc si c'est du demi-gros ou du gros, on peut envoyer loin, mais si c'est de la vente directe, il faut vraiment qu'il y ait les débouchés localement. Et s'il n'y a pas de débouchés et qu'on est parti sur un système de maraîchage diversifié en vente directe, il va avoir un problème. Ça c'est le gros point. Et après peut-être comment sortir de là, ce serait peut-être, et là c'est difficile parce que beaucoup de gens qui reviennent
Il y a beaucoup de gens qui se posent la question du sens de leur vie, etc., et qui reviennent, qui font une espèce de une deuxième vague de retour à la Terre après les années 70, mais là dans une idée d'autonomie ou par exemple de vivre du maraîchage. Et du coup, quand on est dans cette logique-là, on a envie d'être autonome, on a envie d'être indépendant et de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est tout à fait, je comprends tout à fait, mais des fois, il faut savoir que peut-être le fait de travailler ensemble, qui fait des compromis, mais ça permet de garder une certaine liberté, peut-être du coup d'arrêter de subir les marchés, et peut-être que si on était beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on arrivait à mettre plus de temps pour essayer de coopérer ensemble, ce qui est très délicat parce qu'on n'a pas de temps en tant que maraîcher, le problème c'est le temps, et du coup, mais si on arrivait à se fédérer pour arrêter de se faire imposer par le marché des contraintes et qu'on arrivait du coup à imposer ce qui nous semble juste pour dire vous voulez des légumes, ce sera à telle condition, et ben là on créerait un rapport de force. Alors ça paraît peut-être très marxiste, mais en tous les cas il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Les politiques de bisounours, c'est intéressant d'être bienveillant avec son prochain, mais pour lutter contre Amazon, il va falloir être un peu plus que des idées bienveillantes. Il va falloir faire des idées bienveillantes, travailler ensemble et mettre en place un système qui puisse être viable et fonctionnel, efficace et alternatif, quoi. Et pour conclure, est-ce que toi tu es confiant, on a parlé pas mal de réchauffement climatique, il y a tout un tas d'autres problèmes, on va peut-être pas tous les énumérer, mais est-ce que par rapport à l'avenir, est-ce que toi tu es plutôt confiant? Tu penses qu'il y a un moyen de faire changer les choses? Tu penses que c'est foutu? Comment tu vois l'avenir d'ici 20 ans, par exemple? C'est vrai que quand on commence à se documenter sur ces sujets-là, le tableau qui apparaît est assez sombre en fait. Là, on part sur des logiques où l'économie va continuer, il est fort probable qu'il y ait un crash financier très bientôt. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquises qui risquent de plus continuer dans le train-train qu'elles avaient l'habitude de prendre, et ça risque de créer des grosses tensions, et du coup des tensions, c'est de suite, ça finit de suite très mal. D'un autre côté, je suis émerveillé par rapport à ce que arrive à faire le vivant, et ça c'est vraiment très positif de voir que finalement en recyclant des déchets de manière intelligente, on arrive à juste augmenter les productions, remettre du carbone dans les sols, faire des sols qui sont plus résilients face à des événements climatiques toujours plus extrêmes, et ça apporte vraiment beaucoup d'espoir. Écoute, merci beaucoup, et puis à une prochaine. Merci Damien.